Bonjour à tous, pour le Zoom aujourd'hui je reçois un médecin, c'est le docteur Bernard Cron. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes membre de l'Académie de chirurgie, vice-président des anciens internes des hôpitaux de Paris. Vous publiez un nouvel ouvrage, Blouse blanche et colère noire, c'est aux éditions Max Milo. Et bien sûr je profite de l'occasion pour dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent en faire l'acquisition dès à présent sur la boutique officielle de TV Liberté. J'ai fait l'article, on peut commencer sur le fond. Avec plaisir. Alors, la crise du Covid-19, Dr Cron a mis en avant de très nombreux dysfonctionnements. Ça a été le cas de la désindustrialisation de la France, ça a été le cas évidemment du système de santé, c'est d'ailleurs l'objet de cet ouvrage. Finalement, la crise du Covid-19 n'a fait que montrer aux Français tout ce qui ne fonctionnait pas dans la santé depuis bien longtemps. Vous l'expliquez dans ce livre, ça remonte à des décennies. Tout à fait, ni pire sourd que qui ne veut pas entendre. L'ensemble des soignants, urgentistes, internes, chefs de service ont manifesté toute l'année 2019 pour dénoncer les déserts médicaux et la crise de l'hôpital, le problème des urgences. Rappelez-vous qu'en 2019, les passages aux urgences, tellement saturés que les gens faisaient la queue en brancard, 25 millions de passages aux urgences en 2019. Personne n'a relevé la tête, personne ne s'en est ému. Les Français pensent qu'on avait un très bon système de soins. Les Français ont raison, nous étions numéro 1 il y a 25 ans, à l'époque où il y avait de l'élitisme, des concours et une excellente formation. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que l'invention de la chirurgie télévisée, la chirurgie sans ouverture, est une invention française de la fin des années 80. Et mon ami Philippe Mouret, qui est maintenant décédé, qui a été l'inventeur de cette technique avec quelques opérateurs, la sécurité sociale n'y croyait tellement pas qu'il n'a pas eu l'agrément pour son centre, qu'il a fait faillite et qu'il a été obligé de terminer sa carrière à l'étranger. Voilà comment on traite les médecins français de qualité. Alors on a le sentiment finalement que les Français découvrent une réalité. Alors effectivement, comme vous l'expliquez, quand on allait aux urgences, on se rendait bien compte qu'il y avait quand même quelques problèmes. Mais là, ça a été le retour au réel. Et on a parlé notamment de ces places en réanimation, puisque finalement, on a vu que le gouvernement conjuguait quasiment la situation des Français entre le confinement, le couvre-feu, les masques dehors, etc., en fonction de cette disponibilité de lits. Et on se rend compte que les lits, il y en a de moins en moins. C'est pas tout à fait ça. Je l'explique dans le livre Blouse blanche, colère noire, que les lits existent. S'ils sont fermés, c'est faute de personnel et faute d'avoir formé du personnel. Je vais donc commencer par donner quelques chiffres, parce que sans les chiffres, on ne comprend rien. Et surtout qu'avec le gouvernement, on ne comprend rien avec les chiffres, il faut être honnête. Et le gouvernement les cache. Nous étions premiers il y a 25 ans, nous sommes passés 24e. Alors pourquoi ? Parce qu'on a tout mis dans la sécurité sociale et tout remboursé sans aucun contrôle. Et il semblerait y avoir des fraudes pour 50 milliards chaque année. C'est le livre de mon ami Charles Prats. L'hôpital, c'est 50 milliards de déficit l'année dernière, avec un déficit annuel de 4% du budget de l'hôpital. Mais il faut donner des chiffres précis. Sur les plus de 700 milliards de dépenses de santé, les dépenses pour les soins, c'est 240 et quelques milliards, mais sur ces dépenses de soins, c'est seulement 10% qui partent pour les honoraires des médecins. Il n'y a donc plus de médecins libéraux. On a voulu commencer, je l'explique dans ce livre, Blouse blanche, qu'on a voulu commencer par détruire la médecine libérale. Il faut revenir là encore sur quelques chiffres. À l'époque de M. Giscard d'Estaing et de M. Mitterrand, le chiffre de sortie était de 3 500 par an. Il fallait 12 000 médecins par an pour maintenir les départs à la retraite. Ce chiffre a été maintenu longtemps, et comme vous le savez, il faut 10 à 15 ans pour qu'une réforme fasse son effet. C'est les déserts médicaux. Pour essayer de régler ce problème, et c'est là où l'État, c'est un des chapitres du livre, l'État nous ment-il sur le Covid, l'État a supprimé le blocage à l'entrée en faculté de médecine. On a donc des bataillons de 60 000 étudiants qui rentrent en faculté de médecine. Comment voulez-vous former de bons médecins avec 60 000 étudiants ? Alors, leur arrière-pensée, elle est très simple. Ils ne veulent plus de médecine générale, libérale. Ils veulent payer les médecins au salariat ou à la capitation. Et ils veulent l'intelligence artificielle et des officiers de santé. Voilà pour la médecine libérale. C'est comme pour les caissières, finalement.
C'est un petit peu ça. Entrez madame, asseyez-vous, ou monsieur, vous venez pourquoi? Voilà, eh ben, je vais vous donner une ordonnance, revenez me voir la semaine prochaine, vous me devez 25 €, donnez-moi votre carte vitale, c'est remboursé. Et puis voilà comment marche. Alors bien sûr, il y a des centres de très haute qualité actuellement, il y en a dans les cliniques privées, et il y a quelques havres de très grande qualité à l'hôpital aussi. Et je voudrais profiter de cette première question pour rendre hommage aux hospitaliers qui font ce qu'ils peuvent, mais malheureusement l'administration est devenue une dictature, ne le permettent plus de travailler. Alors justement, vous parlez d'administration, c'est intéressant parce que finalement, quand on se plonge dans votre ouvrage, on a le sentiment que l'hôpital aujourd'hui est tiraillé entre deux forces contradictoires. La première, la bureaucratisation absolument incroyable des institutions hospitalières, mais également une forme de libéralisation, de privatisation des hôpitaux avec cette tarification à l'acte. Non, c'est pas tout à fait ça. Je suis désolé de vous contredire. La tarification à l'activité, c'est pas à l'acte. C'est-à-dire que l'hôpital a un budget global plus une tarification à l'activité. Ça a été inventé du temps des ordonnances Juppé avec un monsieur très connu actuellement qui s'appelle monsieur Jean Castex et qui est toujours à la manœuvre. Pour faire un clin d'œil, c'est ce que j'appellerais le retour du monde d'avant, mais pas le monde d'avant à l'époque où nous étions numéro 1, le monde d'avant où on a détruit la santé. Alors, la tarification à l'activité, c'est cynique, c'est-à-dire qu'on fait croire que plus l'hôpital travaille, plus il va toucher des honoraires, mais comme l'enveloppe est globale, plus on paye l'hôpital, moins il reste d'argent, puisque ce sont souvent de la fausse activité, puisque les directeurs d'hôpitaux, quand un chef de service n'a pas une activité suffisante, on lui enlève des infirmières. Donc le chef de service essaye, contre vents et marées, de maintenir une activité. Donc c'est une très mauvaise formule parce que ça a une deuxième conséquence. C'est qu'il n'y a plus de place pour accueillir les urgences, il n'y a plus de place pour accueillir les pandémies. Et c'est pour ça que la pandémie Covid a fait exploser le système. À partir du moment où les services de réanimation sont pleins entre 50 et 80% de malades en insuffisance respiratoire, intubés, ventilés, eh bien, il n'y a plus de place pour soigner le reste de la pathologie. Alors, l'Académie de chirurgie vient de publier un article « On meurt d'appendicite en France ». Et Axel Kahn, qui s'occupe de cancer, qui est directeur de l'Institut, déclare que la mortalité du cancer, on risque d'avoir une perte de chance de 10% de plus. Alors comme il y a 100 000 morts par le cancer en France chaque année, voyez les conséquences. Donc cette activité empêche les hôpitaux de travailler. Alors il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous venez de nous expliquer. Effectivement, vous le dites, il y a beaucoup d'opérations qui sont reportées. D'ailleurs, l'Agence régionale de santé a demandé à ce que l'équivalent de 40% des interventions soient reportées pour laisser de la place aux patients Covid. Mais vous expliquez aussi tout à l'heure qu'il manquait d'infirmières, d'aides-soignantes. Comment vous expliquez finalement cette pénurie humaine à l'hôpital ? La pénurie humaine a plusieurs raisons. La première, c'est qu'à l'assistance publique, une infirmière est payée environ 2 000 euros, pardon, vous voyez, j'ajoutais à zéro, 2 000 euros par mois. Elle doit se loger avec un salaire aussi misérable. Et donc, elle se loge dans la grande banlieue. Elle a souvent 1h30 de trajet pour aller à son boulot. Il faut savoir que la durée de vie d'activité d'une infirmière hospitalière, c'est 6 à 8 ans. Elles démissionnent ensuite, elles partent dans le libéral ou elles font autre chose. C'est donc un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les écoles d'infirmières sont vides. Et d'autre part, pour faire la promotion des infirmières, dans la réforme précédente, Ma Santé 2022, qu'avait mis en place le précédent ministre de la Santé, qui nous a quittés rapidement pour l'OMS, où elle a été mutée, c'est une bonne question. On n'ira pas jusqu'à dire qu'on la regrette, toutefois. J'irai pas dire ça. J'irai pas dire ça. Est-ce que le ministre actuel est mieux ? Je ne dirai rien non plus là-dessus, parce que je ne veux pas attaquer les personnes. Les noms sont donnés dans mon livre et leur curriculum vitae et ce qu'ils ont fait dans cette crise est écrit dans les différents chapitres. Je ne voudrais pas, dans une télévision, être accusé de diffamation. Mais je pourrais parler de mauvaises compétences, des décisions prises, et je pose la question iconoclaste dans le livre Blouse Blanche. L'État nous ment-il ? C'est une bonne question. Ce qu'on appelle une question rhétorique. C'est une question rhétorique. Je peux donner une réponse pour les masques. Pour les masques, M. Salomon nous a menti parce qu'il savait qu'on n'en avait plus. Ça, c'est une première réponse. Pour les lits de réanimation, on nous a menti aussi puisqu'on nous avait dit au mois de mars qu'on allait avoir 10 000 lits de réanimation. Or, actuellement, avec cette troisième vague, on n'en a toujours que 6 000 à l'hôpital.
Il y a un troisième élément sur lequel je vous ai insisté et qui est un des chapitres également du livre Blouse Blanche, c'est la question également iconoclaste, est-on mieux soigné en clinique qu'à l'hôpital ? C'est une question qui peut sembler provocante, mais il faut savoir qu'au point de vue budgétaire, l'hôpital, c'est près de 40% des dépenses de santé, le nombre de soins assurés, c'est 25%, et contrairement à ce que pourrait savoir sur ce sujet-là, seules les greffes sont un monopole hospitalier. Toutes les autres interventions peuvent être faites dans le libéral. Et le coût en libéral, c'est pas qu'on est meilleur ou plus mauvais que les autres, c'est simplement qu'il y a moins d'administratifs. Et en libéral, le coût moyen d'une intervention est 40% inférieur à un service hospitalier. Alors on dit beaucoup que l'administration joue également un rôle sur les prescriptions, sur la méthode employée par les médecins, qui parfois se retrouvent un peu fonctionnalisée par les géants bureaucratiques de la santé. Est-ce que justement il y a davantage de liberté dans les cliniques privées ? Il y avait une liberté quasi totale à l'époque des cliniques familiales, mais les ordonnances de Juppé de 96 ont détruit les cliniques familiales, qui étaient des cliniques importantes. C'est là où j'ai inventé les prothèses biliaires et les prothèses hernières, et c'est là où j'ai fait toute ma chirurgie viscérale lourde, alors que j'avais déjà démissionné de l'assistance publique. Donc ces cliniques étaient extrêmement efficaces. Mais on les a fermées et le directeur de la santé de l'époque de la région Île-de-France avait déclaré à mes amis « Je vais les garrotter par les normes, comme ça elles vont fermer et ça va permettre de sauver les hôpitaux ». Il est assez paradoxal de savoir que ce monsieur, vous retrouverez son nom dans mon livre, est actuellement conseiller de la Générale de Santé. Donc les cliniques sont devenues des chaînes de soins. Elles seront bientôt contrôlées par les fonds de pension et les mutuelles. Et les médecins sont encore relativement indépendants, mais leur indépendance est de plus en plus relative. Par contre, vous avez posé la question, sont-ils des fonctionnaires ? Oui, à l'hôpital, maintenant, malheureusement, avec le plein temps hospitalier, les plein temps hospitaliers sont devenus des fonctionnaires avec toutes les conséquences que ça comporte pour leur liberté d'action, leur liberté de penser, leur liberté de prescrire. Alors sur cette dualité hôpitaux publics et cliniques privées, on a vu au tout début de la crise du Covid-19 que beaucoup de cliniques privées disaient « mais nous, on veut bien accueillir des patients et on n'en voit pas arriver ». Vous avez raison, on avait déprogrammé en mars plus d'1 million d'interventions chirurgicales. Je répète le chiffre, plus d'1 million. On ne les a pas envoyés dans les cliniques privées. Par contre, on les a réquisitionnés pour réquisitionner leur réanimation et leurs réanimateurs pour les Covid. Et on a tardé à leur envoyer même ces patients-là, préférant faire des ponts aériens ou par chemin de fer pour évacuer dans d'autres régions. L'hôpital, sous la direction de ses directeurs, ne veut pas travailler avec le libéral. Et pourquoi ce blocage alors ? C'est un blocage dogmatique. Vous savez que les hauts fonctionnaires de l'État profond sont formés dans des écoles où vous connaissez la pensée unique. La liberté, c'est le mal absolu. Les Français doivent rentrer dans un moule, ils doivent obéir. D'ailleurs, en régnant par la peur, actuellement, on arrive à les faire obéir. Il n'y a qu'à regarder la discipline de la plupart pour se protéger contre la Covid. Discipline que je respecte, parce que la Covid, pour se protéger, il n'y a pas 36 façons. C'est de garder sa distance, c'est d'éviter les espaces clos, de bien se laver les mains et de mettre un masque. Mais à partir du moment où les gens ont peur, ils écoutent les consignes. Et à l'hôpital, malheureusement, comme il y a une certaine saturation des réanimations, eh bien là, les autres soins sont en train de se paralyser. Et la dictature des agences régionales de santé est telle que pour coincer les cliniques, ils ont réquisitionné les produits anesthésiants. Alors j'aimerais qu'on revienne plus longuement, si vous le voulez bien, sur le personnel soignant en tant que tel. Vous m'avez expliqué qu'une infirmière gagnait environ 2 000 € par mois, ce qui était très difficile en région parisienne pour se loger, ça c'est un fait effectivement. Est-ce que c'est uniquement une question salariale, puisqu'on voit que Jean Castex a annoncé il y a quelques jours un nouveau plan santé, le fameux Ségur, où il libérait 19 milliards de budget supplémentaire. Est-ce que finalement il suffit de payer ces infirmières davantage pour qu'elles restent plus longtemps dans leur emploi, pour qu'elles se sentent mieux dans leur emploi ? Le Ségur est un conte de la comtesse de Ségur. Ségur était l'endroit où il y a le ministère, pour que les gens comprennent ce petit jeu de mots. Quand on dégage un budget, les 3/4 partent pour l'administration. 1/4 seulement pour les soignants. Alors les infirmières ont une augmentation de 180 €.
Ça n'est pas à ce niveau-là qu'on peut régler le problème. Je vais redonner quelques chiffres. Mais si je peux me permettre, je vous interromps. En admettant qu'on paie, je dis n'importe quoi, qu'on paie 5 000 € par mois une infirmière, elle aura toujours les mêmes conditions de travail. Alors certes, elle pourra se loger un peu plus près, ça lui retirera un peu de trajet, mais elle aura toujours trop de patients à s'occuper. Elle sera toujours dans un hôpital dépourvu de matériel suffisant, etc., etc. Ça ne changera quand même pas le nœud gordien du Alors problème. le nœud gordien, c'est une très bonne question. Alors revenons un peu sur le passé, puisque le passé est une porte ouverte sur l'avenir pour comprendre ce qu'il faut faire. Rappelons-nous qu'à l'époque de M. Jospin et de Mme Aubry, ils étaient passés aux 35 heures pour le personnel soignant. Alors 35 heures, c'est 10% de moins de disponibilité. On a rajouté du temps administratif, c'est encore 10%, ça fait 20% de moins de disponibilité. Mais les écoles sont restées vides. On n'a pas augmenté le nombre de gens soignés, de gens formés. Pour les réanimateurs, c'est la même chose. Actuellement, il y a un peu plus de 8500 postes mis au recrutement à l'internat à la sortie des études. Il faut savoir que, compte tenu de la pénurie à la sortie, on a même classé, il y a 3 ans, des gens qui avaient obtenu 0 à l'examen national classant. C'est rassurant. Je répète 0. On aurait pu y aller. Enfin, moi, j'aurais pu y aller, vous, sans doute. Non, parce qu'il fallait avoir fait les 6 premières années, quand même. Ah, quand même. Ah oui, il fallait avoir passé les cursus différents. Il y en a pour lesquels il fallait un interprète pour traduire, parce que, vu la pénurie de médecins en France, on a recruté des médecins des pays de l'Est, qui ont manqué dans les pays de l'Est, notamment en Roumanie, des médecins du Moyen-Orient qui montent en Irak et en Syrie, mais je comprends qu'avec ces zones de guerre, ils n'aient pas forcément envie d'y rester, et des médecins d'Afrique du Nord. Certains sont très compétents, j'en ai eu avec qui je travaillais, mais ils n'ont pas nos diplômes. Par contre, on a mis un numerus clausus, c'est-à-dire un verrou à l'entrée de la faculté de médecine. Enfin, avec si je peux me permettre, quand vous dites qu'ils sont très compétents, peut-être, néanmoins, quand il faut un interprète, quand ils passent le concours, on a quand même du mal que le côté humain avec les familles de patients passe extrêmement bien. Oui, mais c'est une minorité. C'était pour faire un joke. Il y en a quand même un certain nombre qui parlent très bien notre langue, qui sont très cultivés, et j'en connais qui sont très pointus en chirurgie. Donc c'est pas pour attaquer la personne ou l'homme, c'est pour attaquer le système. Bien sûr. Je trouve dramatique d'être obligé, il y a 30 000 postes à l'hôpital qui ne sont pas pourvus, d'être obligé de recruter des médecins qui viennent d'ailleurs, alors qu'il aurait suffi d'augmenter le nombre d'entrées en faculté de médecine, mais ça c'est très trop difficile pour les énarques, puisqu'ils pensent toujours que moins de médecins, moins de dépenses. Mais alors, on parle souvent de la fameuse question du numerus clausus, évidemment, qui est finalement le corollaire de ce que vous venez d'évoquer. Mais on peut se dire, comme c'est un concours, finalement, si on ouvre plus de places, on ouvrira effectivement, on aboutira à avoir plus de médecins, mais pas forcément plus de bons médecins. C'est-à-dire que vous posez une question que les gens de moins de 70 ans ne peuvent pas connaître, c'est donc normal que vous ne le connaissiez pas. Il y avait une époque où on faisait dans les études de médecine 2 circuits. Le circuit universitaire, qui au bout de 6 ans et avec un stage d'1 an, formait des médecins généralistes et qui permettait aux plus travailleurs de devenir des spécialistes en passant ce qui s'appelle un certificat de spécialité. Mais parallèlement, et c'est le circuit que j'ai fait, les concours hospitalo-universitaires. En 2e année, on était externe des hôpitaux par concours, 17% de reçus, on accédait à des très bons stages, et je me souviens de ma jeunesse, on avoir fait des gardes de réanimation en 2e année de médecine. On manque de réanimateurs. Il y a peut-être une solution avec les étudiants en médecine, mais ça n'a pas effleuré nos dirigeants de former les 15 000 étudiants en médecine en fin de circuit aux gestes de réanimation. Ce sont des gestes relativement simples. La seule chose difficile, c'est d'intuber un patient en difficulté respiratoire. Mais si on prend tôt les malades en charge, au lieu de leur dire « restez chez vous, prenez du Doliprane, attendez d'asphyxier », si on les prend tôt, on évite ce passage en réanimation. On leur met au bout du doigt un appareil qui s'appelle un oxymètre, on les met aux anticoagulants à cortisone et on évite le passage en réanimation. Ils vont aller en soins intensifs, mais là c'est plus facile à surveiller. Il suffit de surveiller le débit d'oxygène et la saturation. Donc si vous voulez, il n'y a eu aucune mesure de prise avec ces différentes vagues, sachant qu'il y en allait avoir plusieurs, avec les variants, et on n'a pas formé rapidement dans les écoles d'infirmières en fin d'études ou dans les études de médecine en fin d'études, des gens pour pouvoir faire les gestes de réanimation. Mais Olivier Véran nous expliquait que de toute façon, c'était trop tard, qu'il fallait tellement de temps pour former un réanimateur. Il faut 15 jours de stage pour former quelqu'un qui a déjà fait ses études.
Visiblement, c'est pas parvenu former jusqu'à des la rue de réanimateurs, mais l'État nous ment-il sur la Covid? Je reviens au chapitre qui est traité dans ce livre. L'État nous ment-il? Pour former des gens, s'ils sont déjà formés par des études d'infirmières, d'aide-soignante ou par des études dans les études de médecine, il faut 15 jours de stage pour leur apprendre les gestes. C'est pas très compliqué. Donc, je pense qu'ils ne sont pas conscients de cette situation. Et notre ministre de la Santé sait-il comment fonctionnent ces services, ou tout au moins ces services administratifs? Parce que même ces services administratifs ne fonctionnent pas très bien, puisque le 19 mars 2019, une circulaire avait été envoyée au ministère de son prédécesseur pour dire que d'1 milliard de masques, on était passé à 100 millions. Donc c'était connu. Alors j'aimerais à présent, si vous le souhaitez bien, on a parlé des soignants, j'aimerais qu'on parle des patients, puisque forcément tout cet état de délabrement du système de santé a des conséquences directes aussi pour les patients. On le sait, désormais le Covid est devenu la première maladie nosocomiale à l'hôpital. C'est vrai, 40 000 contaminations par an, mais il faut savoir qu'on n'a pas donné au personnel soignant des masques FFP2 pour se protéger, des surblouses. Certaines des soignants étaient obligés de mettre des sacs poubelles. Et d'autre part, c'est une maladie où on reste contaminant pendant 7 à 10 jours après les premiers symptômes. Et au début de la maladie, faute de personnel, les arrêts de travail de ces jeunes infirmières n'étaient que de 3 jours. Donc elles retournaient travailler. Alors Olivier Véran nous expliquait qu'elles étaient réservées pour travailler dans les unités Covid. Oui, il peut nous expliquer ce qu'il veut. Il aura toujours une bonne réponse. Je préfère ne pas répondre à cette phrase de M. Olivier Véran. Alors, comment vous voyez, si vous étiez ministre de la Santé, vous mettez un grand coup de pied dans la fourmilière, quelle est la priorité selon vous pour refonder un système de santé qui fonctionne? La première priorité, c'est de prendre un grand sabre pour couper le nœud gordien de l'administration. Il y a beaucoup trop d'administration. Je redonne un chiffre qui n'est pas du tout ennuyeux. Nous avons en technico-administratif dans nos hôpitaux le double, je dis bien 2 fois, le nombre de personnel qu'il y a en Allemagne. Le chiffre en Allemagne dans les hôpitaux des technico-administratifs, c'est-à-dire des non-soignants, est de 22%. En France, il est de 32%, ce qui fait la moitié ce qui fait le double. Il faut déjà donc sabrer dans l'organisation administrative. Alors je vais en prendre quelques exemples. Le ministère de la Santé, ses émanations, les groupements hospitaliers de territoire, qui sont les organisations hospitalières dirigées par les ARS, les agences régionales de santé, 10 000 salariés en Île-de-France, qui décident de tout, qui décident là où on va mettre un scanner, là où on va mettre une résonance magnétique nucléaire, là où on va autoriser de faire des greffes. Ils dirigent l'ensemble du système. Mais c'est très loin d'être aussi simple. Maintenant, prenons l'administration et l'assistance publique dont je suis issu et dont j'ai démissionné il y a bien longtemps. L'administration centrale, avec son staff et son organisation, les 6 groupements hospitaliers et universitaires, avec à chaque fois des directeurs, un secrétariat, les directeurs hospitaliers, avec à chaque fois un secrétariat et des sous-directeurs, le conseil de surveillance, le conseil d'administration, le comité médical d'établissement, coiffé par la direction, même si ce sont des médecins, mais ce sont des médecins qui doivent être gentils avec l'administration, parce qu'attention, on va vous taper sur les doigts si vous n'écoutez pas. Le chef de pôle, qui est un médecin éminent, mais qui est aux ordres de l'administration, car là, pareil, attention, ne pas déplaire, coiffé par des directeurs et par une administration, et les chefs de service, et je pense à eux parce qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas déplaire à l'administration, parce que s'ils déplaisent à l'administration, leur carrière risque d'être freinée. Et jusqu'où va cette mise en coupe réglée dans l'exercice de la médecine? Parce qu'on a beaucoup parlé, par exemple, pendant la crise du Covid-19, de ces fameux conflits d'intérêts. On voit que certaines molécules peuvent être interdites, ou du moins qu'une injonction du ministère de la Santé peut être produite pour dire aux médecins, vous ne devez pas prescrire tel ou tel produit, l'hydroxychloroquine pour ne parler que d'elle, par exemple. Donc, quelle est l'incidence de cette bureaucratie sur la pratique de la médecine? La bureaucratie est totale, puisque en période d'urgence sanitaire, puisque nous sommes en urgence sanitaire jusqu'au mois de décembre l'année prochaine, et actuellement avec un plan blanc, c'est l'administration qui décide. Là où on va donner les produits anesthésiants, par exemple le curare, d'action rapide ou d'action lente,
je fais une parenthèse, par exemple, pour la chirurgie ambulatoire. Si on n'a pas les bons curares à action rapide et qui se dissipent très rapidement, on va avoir du mal à faire la chirurgie ambulatoire, on va être obligé d'hospitaliser. Alors en période de pénurie, vous voyez comme c'est commode. Vous parlez de l'hydroxychloroquine. Il faut revenir au début de la pandémie. Avant qu'il y ait cette pandémie, l'hydroxychloroquine était largement prescrite à des milliards de gens sans accident répertorié pour prévenir le paludisme. Pour des raisons extrêmement obscures, j'utilise le terme volontiers, il a été interdit de prescription. Moi, j'avais essayé d'en avoir parce que je croyais à ce médicament, puisque le professeur Raoult disait que ça marchait. Et l'un de mes correspondants en Chine, à Wuhan, où a démarré la pandémie, me disait que c'était le traitement chinois. J'ai essayé de m'en procurer. Mon pharmacien refusait de me distribuer l'ordonnance, disant « nous le réservons pour certaines affections de longue durée. On n'a pas le droit de la distribuer. Pour les autres, c'est ce qu'on appelle l'AMM, l'Agence du médicament, qui a fait cette décision. » Alors, la raison est la suivante. J'ai eu du mal à la comprendre et je l'explique très largement dans un chapitre de ce livre que j'ai intitulé « Poser les bonnes questions, est-il complotiste ?» Après avoir vu le film Hold Up, qui a été traité de complotiste d'ailleurs. On peut en discuter si vous voulez après. Donc, à l'époque, un certain nombre d'infectiologues qui émergeaient dans certains laboratoires devaient faire la promotion des antiviraux. Ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens qui travaillent bien. Je ne critique pas leur vision. Mais quand on travaille pour un laboratoire, on essaye de promouvoir son produit. Donc il fallait comparer l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, traitement prescrit par le professeur Raoult, qui est un très grand infectiologue à qui je rends hommage au passage. Et d'autre part, les antiviraux, le laboratoire Gilead, pour ne pas le nommer, et le Remdesivir, que je nomme parce que l'Europe en a acheté pour 1 milliard, on a mis 5 bras de recherche dans des études qui s'appellent Discovery, etc. J'en passe et des meilleurs. Vous l'avez là aussi dans le livre très largement décrit, pour arriver à l'étude bidonnée d'une ancêtre qui a été retirée avec 96 000 observations truquées. Ça ne veut pas dire que l'hydroxychloroquine marche, je n'en sais rien, je n'ai pas réussi à me faire une opinion. Mais ce qui est important, c'est de laisser les médecins prescrire. Car si les médecins peuvent prescrire, si le malade les appelle, ils sont pris en charge avec le traitement que le médecin compétent, et c'est au rôle du médecin de savoir ce qu'il veut prescrire, peut prescrire, mais surtout la mise sous surveillance pour déceler les signes d'aggravation, car quand on respire mal, c'est trop tard. Alors pour terminer, docteur Cron, je vais vous poser une dernière question un peu plus impertinente. On l'a vu, il y a des injonctions du ministère de la Santé, des obligations de ne pas prescrire telle ou telle molécule. Et pourtant, il y a quand même un contre-exemple, c'est le professeur Didier Raoult. Depuis 1 an, quoi qu'on lui dise, il continue son protocole, il le fait. Et j'ai envie de dire, il prend ses responsabilités, parce qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où l'Union européenne minimise la responsabilité pénale des laboratoires pharmaceutiques. Olivier Véran publie une circulaire pour minimiser la responsabilité pénale des médecins quand ils font la vaccination avec les nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché. Est-ce que c'est pas tout simplement, on n'arrive pas tout simplement à une situation où les médecins, finalement, ils ne veulent plus trop prendre leurs responsabilités? Ben, on ne peut pas prendre des responsabilités. Et pourquoi le professeur Raoult c'est un grand infectiologue, c'est un non-conformiste. Il est suffisamment connu dans le monde entier pour prendre ses responsabilités. Il a d'ailleurs contre lui une plainte au Conseil de l'Ordre. J'ai été contacté par un avocat très connu qui défend les médecins qui ont des plaintes au Conseil de l'Ordre. Actuellement, le Conseil de l'Ordre... Il y a un filon, parce qu'en ce moment, ils attendent... le Conseil de l'Ordre est une émanation des autorités. Donc le Conseil de l'Ordre reste dans le moule de la direction des autorités. Donc, mais ils sont élus quand même, les membres du Conseil de l'Ordre. Oui, mais très peu de médecins votent et très peu de médecins veulent aller au Conseil de l'Ordre parce que je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le Conseil du désordre parce que je risque d'être convoqué au Conseil de l'Ordre, mais c'est quand même très fort de café qu'on ne laisse pas les médecins prescrire. C'est d'ailleurs les positions comprises certains députés, certains médecins députés, mon ami Gérard et Nicole Delépine, le professeur Perron, le professeur Raoult, mais on les met dans la classe des complotistes. Alors, est-ce que c'est être en marge vous fait étiqueter complotiste ou est-ce que c'est les gens qui posent les bonnes questions? Mais je voudrais vous répondre encore une fois, si on a encore 2 minutes,
comment réformer la santé? La réforme était simple. On a parlé de l'administration, de la suradministration, mais on n'a pas parlé de la formation des médecins. Il faudrait avoir des études de médecine qui ne soient pas contrôlées par les doyens des universités. Et je lance un appel à la conférence des doyens, car je les ai rencontrés. Ils ne veulent pas que leur chaire de doyens dans les matières qui ne sont pas forcément utiles pour des étudiants en médecine disparaissent. Donc au lieu de former les étudiants en médecine aux soins, au care et à la technique quand ils envisagent de faire une spécialité opérationnelle, que ce s'agisse de la radiologie interventionniste ou de la chirurgie, eh bien on ne les forme pas à ça, on leur apprend beaucoup de choses, on leur fait des têtes bien remplies mais pas forcément bien faites, et donc il faut premièrement, comme dans une maison qui va s'écrouler, recommencer par les fondations, la qualité de la formation et une sélection réelle sur la qualité des gens et non pas sur un cursus universitaire qui dure indéfiniment. Les internes actuellement en médecine générale, leur durée va être probablement prolongée d'1 an pour passer à 4 ans, partant du prétexte que dans leurs études de médecine, ils ne sont pas bien formés. Mais s'ils ne sont pas bien formés, à qui la faute? Bien sûr. Eh ben, c'était la proposition du docteur Cron. On va attendre un peu pour en voir le résultat. Du coup, vous nous avez expliqué qu'il fallait presque une génération. Non, on peut voir le résultat si on taille dans l'administration rapidement et si, à la sortie des études de médecine, on crée des écoles de chirurgie pour former les internes avant qu'ils entrent en fonction, car ils ne seront, dans l'état actuel, en responsabilité que lors de leur dernière année. Moi, en première année de chirurgie, je commençais à opérer. Merci beaucoup, docteur Cron. Je rappelle votre ouvrage « Blouse blanche et colère noire ». C'est aux éditions Max Milo et vous pouvez trouver ce livre à acheter sur la boutique de TVL, tvliberté.com. À bientôt.